deuxième rencontre sur le plateau télé des journées francophones de radiologie. Et en plus, nous inaugurons un nouveau programme, Résonance. Et j'ai beaucoup de plaisir, donc, dans ce premier jour, ce vendredi 12 octobre, de recevoir pour Résonance ce nouveau programme qui veut aller un petit peu au fond des choses, au fond des yeux. Marc Zins, vous êtes radiologue et vous êtes le secrétaire général de la Société française de radiologie. Donc ici, vous êtes chez vous. Et nous nous sommes posé la question, nous vous posons la question, nous voudrions dialoguer ce matin, je voudrais dialoguer ce matin avec vous, sur le thème « La radiologie est-elle l'esclave des nouvelles technologies ?» Ce n'est pas rien hein, comme thème. Marc Zins, pourquoi se pose-t-on cette question particulièrement aujourd'hui, peut-être particulièrement ici, dans le monde de la radiologie? Est-ce que la radiologie pourrait-elle devenir l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose? Tout d'abord, bonjour et bienvenue aux Journées francophones de radiologie. C'est une question tout à fait centrale. Bien sûr que la radiologie, et le radiologue surtout, va être le serviteur de sa technique, de son art, de sa science clinique pour le patient. Et en aucun cas l'esclave d'une technologie. La radiologie est une discipline clinique qui a toujours été au centre d'énormément d'innovations depuis 50 ans, avec des découvertes de continents nouveaux, exceptionnels, qui ont été à la fin du siècle précédent, l'arrivée de l'échographie, du scanner, de l'IRM. À chaque fois, le radiologue et la discipline clinique, la radiologie, ont su se réinventer, s'adapter pour se mettre au service, encore une fois, de nos patients. Pour autant, Marc Zins, est-ce que cette question des relations, dans le fond, c'est ça, des relations entre la technique et l'humain, enfin le soin clinique. Bon, bien sûr, tout ça, c'est pas nouveau, mais en réalité, on a quand même le sentiment que ça devient vraiment une interrogation chez vous. Enfin, chez vous, en tout cas, probablement chez vous, Marc Zins, mais d'une manière générale, chez les radiologues. Parce que, en réalité, la période n'est pas tout à fait banale. La période n'est pas banale à deux points de vue. D'une part, il y a une réelle inquiétude sur l'explosion de la demande. Nous sommes assaillis de demandes d'examen d'imagerie, souvent justifiées, parfois moins, et on reparlera probablement au cours de ces journées francophones de la pertinence, qui est réelle et qui est un vrai problème. Mais au-delà de ça, la demande reste exponentielle. Et les moyens qu'on peut mettre en face, à la fois nos moyens physiques, hein, donc notre démographie, mais également le temps qu'on doit passer sur chaque examen, l'augmentation des datas, des volumes d'images à interpréter nous interpelle et inquiète effectivement un grand nombre d'entre nous. On pourrait là imaginer qu'on est esclave du volume d'examens qu'on doit interpréter. Et puis parallèlement, l'émergence de l'intelligence artificielle vient finalement créer une opportunité. Cette opportunité, c'est justement comment ces milliers de data, ces milliers d'images qu'il faut interpréter pour chaque patient, on va pouvoir le faire dans un confort technique et technologique peut-être amélioré dans les prochaines années. Est-ce que l'imagerie, la radiologie, peut-être qu'il y a d'autres disciplines, mais serait-elle particulièrement soumise à ces pressions, peut-être plus que d'autres? Enfin, à vous écouter et peut-être à également écouter et voir entendre ce qui se dit ici aux Journées francophones de radiologie, on a peut-être le sentiment que vous êtes peut-être en pointe, bon, bravo, mais cela étant peut-être les plus fragilisés dans cette course d'un côté à la technologie et la nécessité de rester médecin. Oui, certainement. On est probablement, parce que le diagnostic passe beaucoup par l'image et qu'il est au cœur du parcours de soins des patients, et que notre rôle, par exemple, dans les concertations pluridisciplinaires chez les patients atteints de cancer est également fondamental. On n'imagine plus une RCP d'oncologie sans qu'un radiologue soit présent, et non seulement présent, mais souvent aux manettes. Et c'est-à-dire que l'ensemble des données, au-delà même de l'imagerie, sont souvent gérées par le radiologue au cours de ces réunions. Bien sûr, on est au centre et ça nous oblige. Ça nous crée effectivement une certaine pression. Encore une fois, un volume de travail très important, mais c'est une opportunité pour nous. Il vaut mieux être une spécialité très attractive,
et on l'a encore vu ce matin avec l'accueil des nouveaux internes qui viennent de choisir la spécialité, nous restons attractifs. Il vaut mieux être une spécialité attractive avec beaucoup de travail, certes, qu'une spécialité moins attractive et moins au centre de la préoccupation de la prise en charge de nos patients. Oui, mais pour répondre à notre problématique du moment, d'accord, attractive, mais moi je vous pose la question, est-ce qu'elle serait fragile, votre discipline, face aux nouvelles technologies, face à la technologie, face à la technique, face au progrès, face au nombre d'examens demandés? Elle serait-elle dans une certaine mesure victime de son succès? En quelque sorte, mais fragile assurément pas, nécessitant une attention bien sûr, nécessitant toujours de s'améliorer, nécessitant d'améliorer sa qualité. Hein. Nous développons et nous sommes à la recherche d'indicateurs qualité importants. Il faut faire attention au rythme, il faut faire attention effectivement à la qualité initiale de l'acquisition, donc l'instrumentation est quelque chose d'important. Un radiologue ne se contente pas d'interpréter les images, il est présent à tous les bouts de la chaîne, de l'accueil du patient, vérifier la pertinence de l'examen qui a été demandé, le valider, vérifier le paramétrage des techniques d'acquisition, s'assurer que c'est la bonne technique qui est utilisée, en choisir une autre si c'est plus performant et si le rapport risque qualité des soins pour le patient en est bénéficiaire. Voilà, jusqu'à communiquer ensuite les résultats aux médecins demandeurs, à l'ensemble de la communauté pour une meilleure prise en charge. Donc toute cette chaîne est importante, elle est absolument fondamentale, elle nécessite de l'investissement en temps, c'est certain, et encore une fois, l'intelligence artificielle va nous redonner ce temps qui nous manque aujourd'hui pour faire l'ensemble des éléments de cette chaîne de prise en charge. Alors en temps, on comprend, en qualité peut-être du praticien ou de l'équipe soignante, en tout cas une nécessité qu'il regarde au-delà peut-être de son examen et qu'il regarde en globalité son malade. C'est ça ? Bien sûr. Donc en même temps, là, on a un double défi. La radiologie de demain sera de plus en plus une radiologie spécialisée avec des radiologues qui sont déjà pour beaucoup d'entre eux spécialistes d'organes et très investis dans des sous-spécialités de la médecine. Mais en même temps, ne jamais oublier qu'on prend en charge globalement un patient, qu'il n'a pas nécessairement une seule pathologie, qu'il peut être polypathologique. Et il faut s'inscrire dans son parcours et être capable là aussi de faire appel à la bonne expertise au bon moment pour faciliter ce parcours et cette prise en charge. Comment on tient les deux bouts? Vous parlez de surspécialité, on comprend peut-être la nécessité d'avoir des hyperspécialistes, mais comment on tient les deux bouts entre à la fois former des hyperspécialistes et puis également quand même tenir compte de la réalité des demandes, des besoins, à la fois territoriaux, régionaux, mais aussi parce que bon, on n'a peut-être pas besoin d'avoir des examens d'hyperspécialisation tout le temps. Alors on va y parvenir de deux façons. La première, ça a été la réforme des études médicales et en particulier donc du diplôme d'études spécialisées de radiologie et d'imagerie médicale qui a été mise en place il y a maintenant 2 ans et au cours duquel on a, suivant une phase socle d'1 an, une phase d'approfondissement qui permet d'avoir clairement une formation polyvalente radiologique. Et ensuite, une dernière année dite de consolidation qui peut se prolonger encore avec un assistanat de 2 ans, au cours de laquelle, là, il y a la place pour une surspécialisation, que ce soit en imagerie diagnostique ou en imagerie interventionnelle, qui est un point fondamental et pour lequel une année supplémentaire, lorsqu'on veut faire de l'imagerie interventionnelle de niveau 3, sera demandée. Donc une base clairement polyvalente qui permet de prendre en charge dans les territoires l'ensemble des patients et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, mais la plupart le font, ce choix, une surspécialité qui permet à ce moment-là de donner et d'avoir un accès à une expertise plus importante. Aujourd'hui, les moyens technologiques aussi, avec la téléexpertise, permettent pour des patients qui ne seraient pas à proximité immédiate d'un radiologue expert dans un domaine précis, de bénéficier d'une expertise à distance. Vous savez ce qu'on dit quand même sur le développement de la télémédecine, de la téléradiologie, tout le monde applaudit, mais on se dit aussi que ça va couper peut-être le patient de son médecin. Ça ne doit clairement pas être notre mode de fonctionnement. La téléradiologie
n'est pas la façon dont il faut exercer notre métier, très clairement. C'est un outil qui, lorsqu'il est nécessaire, doit être fait en respectant la charte qui a été éditée par le Conseil national professionnel, par le G4. Cette charte de la téléradiologie impose un certain nombre de prérequis pour une téléradiologie de qualité. Mais encore une fois, je vous rejoins tout à fait pour dire que le métier de radiologue, c'est d'abord être physiquement présent près de son patient, lui expliquer ce qu'on va faire comme examen, pourquoi on le fait, et lui délivrer un résultat. Je sais qu'on va avoir d'autres entretiens plus précis sur des tas et des tas de sujets, notamment d'ailleurs sur l'enseignement. Mais est-ce qu'on pourrait se dire ce matin, je pense qu'on n'est pas très très loin de notre sujet, que peut-être la réforme des études médicales, alors pas à la fin, mais au début, avec le PCEM, le numerus clausus, etc., est-ce que vous y voyez peut-être une chance de former différemment ou de recruter différemment de jeunes étudiants, futurs médecins ou futurs soignants, en leur disant oui, bon, il va falloir faire de la technique, de la technologie, on a un métier de spécialité aussi, mais enfin, il faut avoir ce que disait un penseur, Georges, je crois, Valingo, il y a 40 ou 50 ans. Il faut viser ou il faut envisager l'homme global, l'homme total. Je crois que c'était l'homme total pour lui. Alors là, on est sur un sujet encore plus d'actualité, puisque la réforme vient d'être annoncée par la ministre. Oui, je pense que c'est une opportunité. Alors, c'était appelé de nos voeux depuis des années. Hein. Tout le monde sait très bien que... On ne vous entendait pas beaucoup quand même. Le système... Oh, si, quand même. Si. Je pense que le système actuel, effectivement, est un système qui sélectionne sur une seule année des profils assez particuliers de gens capables d'ingurgiter un nombre phénoménal de connaissances sans toujours complètement les assimiler. Voilà, je le dis, mais j'en fais partie. Je suis passé par là comme tous mes collègues. On a besoin clairement, effectivement, de prendre un peu plus de temps, de recruter des profils à vocation, on va dire, humaniste, un peu plus humaniste, avec peut-être moins de technologie, un peu plus, effectivement, de sciences sociales et de sciences humaines, et de vérifier qu'effectivement, on est prêt à exercer l'art de la médecine dans toutes ces dimensions. Et alors, tout à l'heure, on va avoir dans la grande conférence et la conférence de presse, on va avoir notamment une table ronde que j'aurai la chance d'animer avec Jean-François Médère. On aura une table ronde sur l'accès aux soins. C'est aussi un sujet, ça. C'est un sujet qui nous renvoie à l'évolution d'une discipline. Comment on fait pour, dans cette discipline et qui est extrêmement technique, sans doute de plus en plus onéreuse aussi, enfin, etc. Comment on fait pour que tout le monde y ait accès, à la fois sur le plan social, sur le plan territorial? Alors, la radiologie n'échappe pas à la règle. L'accès, évidemment, il doit être libre et non contraint pour l'ensemble de la population. Les inégalités, on a la chance quand même de vivre en France, dans un pays où l'accès aux soins est libre et gratuit pour les plus démunis. L'inégalité, elle est plus territoriale aujourd'hui, mais ça fait des années qu'on se bat au niveau régional justement pour avoir une meilleure couverture en termes de nombre de machines, d'imagerie en coupe, scanner et surtout IRM, où le retard français qui était abyssal il y a encore 5 ans, c'est un petit peu restreint aujourd'hui, même s'il reste encore très important par rapport à un pays comme l'Allemagne, où il y a un nombre d'IRM par habitant qui est encore plus de 2 fois supérieur à celui qui est présent en France. Marc Zins, sur ce sujet-là, sur lequel nous discutons depuis une quinzaine de minutes, et on va clore notre entretien, mais est-ce que, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que nous réfléchissons tous à peu près de la même manière dans le monde? Vous venez de parler de l'Allemagne. Est-ce que les Européens pensent à peu près la même chose? Que pensent les Américains, rois peut-être de la technologie? Est-ce que ces évolutions, rapport homme, technique, est-ce que c'est le même? Et la dernière question, c'est est-ce que la clé de tout ça, c'est la pertinence? C'est pas une mode, c'est franchement un sujet? Alors, la première question, elle est très pertinente. Je pense qu'on a la chance de vivre dans un vieux continent, l'Europe, où le patient a toujours été au centre
de beaucoup de nos préoccupations. Je vous parlais de l'Allemagne, c'est le cas en France. Il y a une vraie culture de la communication et du dialogue avec le patient. Cette culture a totalement disparu dans les années 80 ou 90 dans certains grands pays comme les États-Unis, qui sont en train de redécouvrir l'importance du patient et de ce qu'on appelle la médecine personnalisée et centrée sur le patient. Ils sont depuis 20 ans, 25 ans enfermés dans des chambres noires sans jamais avoir le temps de croiser leurs patients. Ils sont en train d'essayer d'en sortir. Nous, il faut faire l'inverse, bien rester au contact et éviter, on parlait de ce nombre d'examens trop important aujourd'hui qu'on nous demande d'interpréter. Il faut éviter au contraire de s'enfermer, il faut bien rester ouvert, bien garder cette culture qu'on a. Voilà, dans les pays émergents, je reviens d'un voyage en Chine, les volumes de patients n'ont rien à voir, les conditions de travail sont extrêmement impressionnantes. Là encore, on sent bien que les nouvelles technologies vont peut-être aider à retrouver cette approche qui me paraît extrêmement importante. La deuxième question sur la pertinence, eh bien, ça n'est pas une mode. Je pense que c'est vraiment indispensable. On ne peut pas se permettre d'avoir une explosion des volumes ou d'avoir des machines qui sont encore en trop faible nombre dans notre pays, occupées par des patients qui ne devraient même pas arriver jusqu'à nous. Donc il faut prioriser les patients ayant des maladies chroniques graves, ayant des situations d'urgence sur nos machines et éviter que ceux qui pourraient être pris en charge de manière plus simple ne viennent pas jusque sur nos scanners et nos IRM en particulier. Voilà, on a compris, les radiologues veulent se libérer des chaînes. Voilà, c'est le mot, peut-être la révolution ouverte ce matin. Les radiologues sont libres dans leur et ne sont esclaves de personne. Et esclaves de personne. Merci Marc Zins de vous être prêté à notre entretien Résonance de ce matin. Merci beaucoup.